Il est 8h37, voici la revue de presse d'Alice Darfeuille. Bonjour Alice. Bonjour François, bonjour à tous. À la une, Alice, ce matin, la colère des policiers de Nice. C'est très grave ce qui s'est passé. Certains prétendent qu'ils sont venus nous aider. Ils ne nous ont pas aidés du tout. Pire, ils nous ont retardés. S'en prendre aux pompiers, c'est inadmissible. Ces mots sont ceux du lieutenant-colonel Riquier, sapeur-pompier. Il témoigne dans Nice Matin. Le journal revient longuement aujourd'hui sur cet incendie mortel qui a eu lieu dans un quartier de Nice, le quartier Saint-Roch. C'était dans la nuit de mardi à mercredi. Une femme de 62 ans est décédée. Elle s'est embrasée sur son balcon sous le regard médusé des habitants du quartier. N'a-t-elle pu être sauvée parce que l'intervention des pompiers ne s'est pas passée comme prévu? Certains se posent la question, alors que les pompiers affirment avoir été perturbés dans leur travail par un groupe de jeunes. Le journal essaie donc de comprendre ce qui s'est passé et les versions divergent. Les sapeurs-pompiers dénoncent donc une nouvelle agression, quand des témoignages d'habitants prennent au contraire la défense des jeunes qui se trouvaient sur place au moment du drame. Mara David, par exemple, elle était là-bas. Les jeunes ont placé des poubelles sous le balcon de la dame pour qu'elle saute, mais elle était trop corpulente pour enjamber son balcon. Les sapeurs-pompiers sont d'abord arrivés avec un camion. Il y a eu un problème de pression d'eau. Les jeunes ont alors aidé à dérouler la lance, tout comme mon mari. Elle ajoute tout de même, c'est vrai qu'ensuite il y a eu des provocations, mais tout le monde était sous le choc d'avoir vu cette femme mourir. Une retraitée loue aussi le courage de certains jeunes. L'un d'eux a tambouriné à ma porte et m'a dit de sortir. Alors qui croire? Ce qui est sûr, c'est que les sapeurs-pompiers ont reçu le soutien des policiers et de la plupart des élus de la région, mais pour eux, le problème principal reste entier. Ils le disent, ils sont trop régulièrement la cible d'incivilité, voire d'agression. Une personne est toujours en garde à vue après cet incendie. Pendant sa garde à vue, lui a visiblement embarqué les policiers dans un véritable jeu de pistes. Et le Parisien revient ce matin sur les coulisses de l'enquête policière autour de l'affaire Benalla. Et comment l'ancien chargé de mission du président de la République, alors qu'il était interrogé, a réussi à faire tourner en rond les policiers. Deux choses les intéressaient au moment où M. Benalla était donc dans les locaux de la PJ. Sa compagne et même sa future femme avec qui il devait se marier le lendemain du début de sa garde à vue. Mariage annulé, vous l'imaginez, mais aussi un coffre-fort qui se trouvait au domicile de Benalla et qui s'est donc volatilisé pendant sa garde à vue. Les policiers sont persuadés que les deux sont liés. Ils cherchent alors, nous raconte le Parisien, à retrouver la compagne, la jeune femme. Pour cela, les grands moyens techniques sont déployés, sans doute parce que pendant sa garde à vue, Alexandre Benalla a aussi affirmé que sa future femme était partie à l'étranger se reposer, mais sans vouloir préciser où. En fait, raconte le journaliste Éric Pelletier, de séjour à l'étranger, la géolocalisation de la future épouse montre qu'elle se trouve vraisemblablement dans le 16e arrondissement de Paris, où son téléphone émet, montrant une intense activité destinée, semble-t-il, à annuler les formalités du mariage. Quant au fameux coffre-fort dans lequel les policiers pensent qu'il y a plus que les armes détenues par Benalla, eh bien, il n'a jamais été retrouvé. Le Parisien qui s'étonne précise, le parquet considère qu'il n'y a pas eu lieu d'enquêter davantage. Myriam, la compagne de Benalla, elle n'a jusqu'ici jamais été entendue. Quand d'autres jouent à cache-cache, lui a décidé de se montrer cette année à l'université du MEDEF. Le journal L'Opinion nous indique en effet ce matin que contrairement à l'année dernière, le Premier ministre va se rendre à la rentrée des patrons accompagné de 8 autres membres du gouvernement. L'absence du couple exécutif avait été très commentée l'été dernier. C'est du passé. Édouard Philippe prendra la parole dès le premier jour de ce rendez-vous, le 28 août. Ce sera probablement l'occasion pour lui d'aborder cette piste sur laquelle le gouvernement travaille activement et qui irrite sérieusement les patrons, le financement des courts arrêts maladie par les entreprises plutôt que la sécurité sociale. Lui décline, il sera le grand absent de la rentrée du PS. François Hollande renonce à se rendre à La Rochelle. Pour ne pas, nous dit Le Figaro, être, je cite, accusé de tourner le rendez-vous à son profit. François Hollande qui visiblement a laissé un souvenir amer à l'une de ses anciennes ministres. Dans le dernier numéro des Inrocks, Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture en promotion pour son dernier livre sur le monde de la politique, ne mâche pas ses mots à l'égard de l'ancien chef d'État. Il avait toutes les cartes en main pour faire ce qu'il voulait faire et n'a pas choisi cette voie. Et dès qu'il arrive au pouvoir, lui qui devait être le président normal, se met tout à coup à se plaire dans l'image des institutions de la Ve République. Elle ajoute, dans une ivresse du pouvoir, une hubris délétère, comprenez un orgueil délétère, et pour moi sa fascination des riches, alors que c'est un type intelligent qui avait roulé sa bosse, reste un mystère. Cette fascination pour la bourgeoisie qui a pris tout le pouvoir. Pour conclure cet entretien, Aurélie Filippetti l'affirme, pas question de retourner en politique,
Qu'elle le veuille ou non, elle a quand même un point commun avec François Hollande. Elle a arrêté la politique, mais pris la plume pour mieux faire de la politique. Dans la presse ce matin, François, il y a aussi 2 visages récurrents, 2 hommes qui n'ont rien à voir. Le premier, vous le connaissez, c'est Donald Trump, alors que les journaux, vos journaux, se demandent si le président américain est réellement en difficulté après la condamnation de 2 de ses anciens conseillers. Globalement, on peut déceler 2 avis sur ce sujet. Ceux qui, comme les Échos, pensent que la seule manière de déstabiliser le président américain se trouve désormais dans les urnes, quand au contraire, d'autres, comme Libération, considèrent que la justice américaine est le seul moyen de le mettre en cause. Le vent tourne, écrit Laurent Geoffrin, ce que la politique ne peut pas obtenir, la justice peut le faire. Mais revenons donc à ce second visage dont je vous parlais, qui est aussi à la une ce matin, un visage beaucoup plus inhabituel. Et ce visage, c'est celui d'un homme encore inconnu du grand public il y a quelques jours. Avec sa petite tête ronde, sa barbe grise, malgré un regard un peu sévère, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Ça tombe bien, il est prêtre. Alors qu'un nouveau scandale de pédophilie révélé aux États-Unis déstabilise une fois de plus l'Église catholique, Pierre Vignon est l'homme qui veut taper du poing sur la table une bonne fois pour toutes. La pétition pour demander la démission du médiatique et emblématique, diront certains, cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, c'est lui. Pierre Vignon lui reproche de nombreuses erreurs dans la gestion des affaires d'abus sexuels. Donner votre démission de cardinal et d'archevêque serait bien sûr une mort sociale, mais quelle assomption personnelle en retour? Vous seriez enfin à la hauteur de l'événement, c'est ce qu'il a écrit. Dans le journal La Croix, portrait de cet homme de 64 ans qui, depuis 2010, consacre donc l'essentiel de son temps au suivi des affaires d'abus dans l'Église, mais aussi dans l'accompagnement des victimes. Aujourd'hui, de toute la France, elle le sollicite. Et s'il a autant de temps à consacrer à cette cause, raconte Gauthier Vaillant qui signe le papier, c'est aussi parce que depuis un grave accident de la route et un traumatisme crânien, Pierre Vignon est vite fatigable. Il doit donc rester au maximum chez lui. D'où aussi peut-être ce besoin de se rendre utile. Avec ses prises de position, il dérange aussi beaucoup, nous indique ce papier, mais cet électron libre, on le comprend très vite en lisant ce portrait. Et de ceux qui ne plient pas, en 2 jours, j'ai regardé, sa pétition a recueilli plus de 44 000 signatures. Eh bien, merci Alice Darfeuille pour cette revue de presse. À demain. Europe 1.